Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Matière à construire, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent le monde de demain. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur Aubeuf, l'un des 6 cofondateurs de Time for the Planet. La première fois que j'ai entendu parler de cette société, c'était il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, où un certain nombre de mes contacts annonçaient être devenus actionnaires de cette entreprise à but non lucratif. Son ambition ? S'appuyer sur l'entrepreneuriat pour lutter contre le réchauffement climatique. Il n'en fallait pas plus pour piquer notre curiosité et nous donner très envie d'en savoir plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Arthur a accepté notre invitation. Bonjour Arthur. Bonjour. Je précise juste pour les auditeurs et les auditrices que pour des raisons d'agenda, c'était plus simple de réaliser ton interview à distance, ce qui explique que le son soit un peu moins bon que d'habitude. Arthur, je le disais en introduction de ce podcast, tu es l'un des cofondateurs de Time for the Planet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ? Alors, Time for the Planet, c'est un mouvement citoyen qui permet de mettre un grand coup de tatane au gaz à effet de serre. L'idée est simple, on déploie 100 innovations majeures et structurantes pour décarboner l'économie mondiale. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va financer ces innovations avec un crowdfunding géant, donc des milliers de citoyens qui deviennent associés actionnaires de Time for the Planet en investissant de l'argent à partir d'€1. On recrute des entrepreneurs et des équipes d'entrepreneurs pour les commercialiser, leur trouver des modèles économiques viables et on les passe en open source pour qu'elles puissent se déployer le plus vite possible partout dans le monde. Et après, on a un certain nombre de petites subtilités dans le modèle. Typiquement, on est non lucratif, donc nos actionnaires viennent chercher du dividende climat et pas du dividende financier parce que tout l'argent qui est généré par les innovations qu'on déploie sous forme d'entreprise est réinvesti systématiquement à 100% pour relancer de nouvelles innovations. Ça, c'est statutaire. Donc voilà, on a quelques petites spécificités du genre. Comment est née l'idée de ce projet et de quel constat ? Ouais, alors là, pour le coup, c'est assez simple. Nous, on est 6 entrepreneurs, on a monté des boîtes dans différents secteurs, mais quand on a pris conscience de l'ampleur de l'urgence climatique il y a quelques années, ça nous a mis une grande gifle et on a voulu agir. Et agir d'abord en tant que simple citoyen. Et en fait, ce qu'on voit très vite, c'est que quand on n'est pas milliardaire, quand on n'est pas président de la République, c'est extrêmement difficile d'avoir beaucoup d'impact. Donc, on s'est demandé comment on pouvait élargir notre rayon d'action pour le climat. Et nous, on avait une conviction, c'est que l'entreprise, c'est un outil qui est formidable parce que par définition, ça transforme nos modes de vie à grande échelle. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive à créer un outil qui utilise l'entreprise et qui permette à n'importe qui de s'emparer de cet objet qu'est l'entreprise pour élargir également son rayon d'action pour le climat. Et en fait, très vite, on a rencontré un certain nombre de scientifiques, des gens du GIEC notamment, comme Jean Jouzel, en leur demandant, nous, on a bien compris le problème, maintenant on aimerait bien comprendre les solutions. Et en fait, ils nous ont toujours dit la même chose. Aujourd'hui, grosso modo, il va nous falloir 2 choses, de la sobriété et de l'innovation. Et en fait, le vrai gros constat, c'est que les innovations dont on a besoin, qui sont pas des innovations de technosolutionnisme pour aller dans le toujours plus et continuer la fuite en avant, mais au contraire pour faire moins, pour réduire nos émissions, réduire nos déchets, réduire notre consommation. En fait, ces innovations, elles existent déjà toutes. Le vrai sujet, c'est qu'elles passent pas à l'échelle. Et elles passent pas à l'échelle parce qu'elles sont pas portées par des entrepreneurs. Elles sont portées par des ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs. Et donc, c'est pas du tout pareil et c'est pas du tout la même compétence que l'entrepreneur qui, lui, va faire en sorte que la boîte se déploie à grande échelle et passe dans nos quotidiens à toutes et tous. Comment elles sont détectées, les innovations ? C'est quoi les critères ? Alors là, pour le coup, on joue vraiment tout sur l'intelligence collective. En gros, on a la chance d'avoir des dizaines de milliers d'associés maintenant et l'objectif, c'est d'en avoir des centaines de milliers partout dans le monde. Et ça nous aide énormément parce que ces gens, leur mission, c'est de parler de Time for the Planet le plus possible autour d'eux. Et c'est comme ça, un peu par capillarité, qu'on attire des innovateurs, des innovations. On a reçu plus de 700 dossiers d'innovation en 1 an, donc ça a été assez copieux. Ensuite, nous, on a en interne tout un processus de sélection de ces innovations. Donc, les innovateurs viennent, ils remplissent un petit dossier très simple et ça permet à ce qu'on appelle nos évaluateurs de voter et de faire en sorte qu'on puisse créer un top tous les trimestres, un top 5, un top 10 des meilleures innovations du trimestre. Aujourd'hui, ces évaluateurs, ils sont 4000. Et ensuite, dans un temps 2, on fait passer ça à ce qu'on appelle notre comité scientifique. Et donc là, c'est 14 experts dans tous les secteurs, le CNRS, le CEA, les négawatts, etc. Et ces gens-là, ils ont pour objectif, en consensus, de valider que les innovations sont pas bullshit, qu'elles sont pas dangereuses, qu'elles sont effectivement passables à l'échelle, etc. Une fois qu'on a franchi cette étape du comité scientifique, c'est là qu'on va tester la réalité économique des projets. Donc c'est là qu'on envoie des entrepreneurs sur le terrain directement. Donc c'est des candidats entrepreneurs, des gens qui veulent porter les innovations sur lesquelles on souhaite investir dans le futur. Et on leur dit très bien, maintenant va sur le terrain, va vendre, va trouver des vrais clients et ramène-nous des vrais clients. Et si c'est le cas et que ça fonctionne, potentiellement l'entrepreneur va être sélectionné
À ce moment-là, on propose à notre assemblée générale, donc tous les associés actionnaires, de voter pour élire les innovations sur lesquelles ils ont envie d'investir. Donc on leur dit, voilà, celle-là, elle a besoin d'1 million d'euros, voilà ce qui s'est passé, voilà le processus de sélection, voilà les notes du comité scientifique, etc. À voter les commandes. Et alors, du coup, le recrutement des entrepreneurs, il se fait comment? Alors là, pour le coup, vraiment, nous, on le fait à l'ancienne, on va dire. Donc, on passe des annonces sur nos communautés, sur les réseaux sociaux. On a des agences de recrutement qui nous aident, souvent pro bono parce qu'elles sont associées actionnaires de Time for the Planet. Et puis, on crie très fort sur les toits dans la rue. On fait tout ce qu'on peut. Mais vraiment, là, on y va à la mano. Et en fait, ça fonctionne bien parce que par effet de réseau aussi, on a pas mal de gens, d'entrepreneurs qui nous connaissent. Et donc, ces gens-là connaissent également d'autres entrepreneurs. Et en fait, assez rapidement, on trouve des gens quand même très, très compétents. Et pour le coup, on n'a pas de difficulté à avoir des candidatures assez incroyables du côté des entrepreneurs. Si je comprends bien, donc l'objectif, c'est de concilier performance économique et enjeux écologiques. Et l'entrepreneuriat, c'est un des leviers possibles, selon toi, pour lutter contre le changement climatique. Exactement. Alors, c'est plutôt de marier écologie et économie parce que la performance environnementale, elle est nécessaire. C'est le KPI numéro 1. Et nous, en fait, on mise tout là-dessus. Donc, aujourd'hui, le succès ou l'échec de nos boîtes, il est statutairement défini en fonction de l'impact avec notre fameux dividende climat. En gros, est-ce qu'on est capable de générer du dividende climat ou pas? Et en fonction des quantités, est-ce que la boîte est viable? Et si cet indicateur de performance environnementale est mauvais, en fait, si la boîte est économiquement très viable, ben en fait, elle est quand même en échec statutairement. Ça change beaucoup de choses parce qu'elle doit retravailler, elle doit redéfinir sa stratégie. Les actionnaires lui demandent des comptes. C'est assez différent, c'est un petit mouvement, un petit pas de côté, mais ça change un petit paradigme. Après, évidemment, l'indicateur économique est extrêmement important parce que si les boîtes sont pas rentables non plus, en fait, on n'arrivera pas du tout à les faire grandir, elles n'arriveront pas du tout à avoir d'impact et on n'arrivera pas à payer des gens, à faire tourner la structure, donc ça sera pas fonctionnel non plus. Mais on a juste priorisé en mettant d'abord l'indicateur d'impact. On parle de décarboner l'économie ou en tout cas d'inverser la courbe des émissions à horizon 10 ans là, donc en 2030. C'est énorme. En fait, il faut absolument qu'on utilise les outils les plus puissants dont on dispose pour avancer dans le bon sens, parce que là aujourd'hui, le temps qui nous reste, c'est pas le temps qu'il nous faut pour amorcer un changement, c'est le temps qui nous reste pour avoir mis en place le changement. Donc pour nous, il faut qu'on utilise ce qu'il y a de plus puissant aujourd'hui, c'est-à-dire l'argent, l'entreprise, le marketing, les réseaux sociaux, et qu'on mette tout ça au service d'autres choses, parce qu'aujourd'hui c'est au service d'indicateurs qui sont exclusivement financiers. Mais si on le met au service d'autres choses, en fait on voit qu'il y a plein de choses qui changent, mais par contre on change pas tout. On garde ce qu'on trouve de très efficace et on essaye de l'utiliser. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais j'ai tenté une réponse. Si, c'est hyper clair. Mais c'est quand même un nouveau modèle d'entreprise. C'est d'abord une innovation sociale, Time for the Planet, tu as raison d'en parler. Avant de miser sur de l'innovation low-tech, high-tech, etc., on est une innovation sociale parce qu'on essaye de faire évoluer le modèle de l'entreprise en le mettant au service d'indicateurs extra-financiers, mais en ayant évidemment dans l'ADN l'utilisation des indicateurs financiers pour piloter. Mais par contre, on met l'entreprise au service d'indicateurs extra-financiers et on essaye de créer un modèle d'actionnariat qui ne réfléchit pas pareil, qui n'a pas, entre guillemets, le mot est fort, mais cette cupidité, ce besoin de chercher à gagner toujours plus, à s'enrichir plus, ce qui met souvent l'entreprise face à des choix qui finissent par être pris en défaveur de l'environnement dans 99,9% des cas. Nous, on essaie de faire changer ça et on essaie de proposer un modèle d'entreprise qui soit différent pour que les actionnaires se comportent différemment. Toi, tu as commencé à entreprendre assez jeune, tu avais 17 ans, si je me souviens bien. Comment t'es venu ce goût de l'entrepreneuriat ? En fait, il m'est pas venu. J'étais en vacances régulièrement parce que j'ai fait une fac de sport qui laisse beaucoup, beaucoup de temps de vacances aux étudiants. Et pendant mes vacances, il y a un moment où je m'ennuyais. Et quand on commence à s'ennuyer, on fait des trucs. Et en fait, par défaut, je me suis retrouvé à faire ce qui est devenu mon métier pendant mes vacances. Parce que du coup, j'ai commencé à créer des trucs sur Internet, des communautés, etc. Et en fait, il s'avère que c'est le début de Facebook notamment. Ça a très bien pris. Et je me suis retrouvé avec plusieurs centaines de milliers, puis plusieurs millions d'abonnés sur mes pages. Donc assez naturellement, j'ai transformé ça en médias avec des sites internet, des applications smartphone. J'ai monétisé avec de la publicité. Puis après, on s'est retrouvé avec le monde de l'influence qui est arrivé là-dessus. Et puis, en rajoutant des couches et des couches, je me suis retrouvé avec une entreprise qui tournait bien. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Et moi, je suis vraiment un néophyte. J'apprends à chaque fois sur le tas et j'apprends à chaque fois en me prenant des baffes et en faisant des erreurs. Donc, j'ai jamais eu de formation ou jamais eu d'école. En tout cas, à l'époque, il n'y en avait pas de l'entrepreneuriat. Mais c'est très bien aussi comme formation. Ça marche bien. Et j'aime bien, il y a une expression, je t'ai entendu dire, tu te décris comme un entrepreneur optimiste.
C'est quoi un entrepreneur optimiste? Ben, c'est une bonne question. En fait, je pense que par essence et par nature, je suis assez optimiste. Je rebondis souvent sur les galères. Et alors, je suis plutôt poissard de manière générale dans la vie. Mais par contre, j'ai remarqué que chaque fois qu'il m'arrive une couille, il se passe un truc cool derrière. Du coup, ça m'a donné cet optimisme naturel. Je sais que c'est pas très grave quand il y a des trucs qui sont moyens ou qui marchent pas trop. Ça va aller derrière. Ça se passe toujours bien. Et en fait, je pense que j'arrive à regarder la transition comme quelque chose d'incroyablement comme une opportunité assez incroyable. Et je trouve ça extrêmement stimulant et excitant de participer à ça. Il y a plein de choses cool. Et en fait, on voit souvent que le verre à moitié vide quand on parle de transition. On s'imagine que demain on est tous morts, que tout va être cramé, mais on peut aussi s'imaginer que demain on a réussi à solutionner le plus grand challenge de l'humanité. Parce que clairement, si on atteint la neutralité carbone, bah, c'est fini en fait. On parlera plus du sujet du climat. Donc c'est assez galvanisant d'imaginer peut-être que demain, je sais pas, nos petits enfants ne sauront pas ce que c'est le problème du dérèglement climatique parce qu'on aura réussi et on est capable de le faire et le GIEC nous le dit clairement. Donc, faut aussi voir les choses de ce côté-là. Et puis en plus, on voit qu'il y a plein de choses sur lesquelles on atteint nos limites. On a créé des modes de fonctionnement et des, 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 des systèmes de travail qui épuisent. Ça n'arrête jamais. Il n'y a jamais eu autant de burn-out, de dépression, de fatigue nerveuse. Tout ça fait que on atteint un peu le seuil de contre-productivité, je pense, de notre système dans son ensemble. Et en fait, c'est cool de s'autoriser à réimaginer des choses et à se dire non, bah, venez, on fait différemment en fait, parce que là, on arrive au bout du truc. Et ça, c'est stimulant, c'est excitant, ça rend optimiste. Et je pense que un entrepreneur optimiste, c'est quelqu'un qui justement se dit, je vais construire en voyant le monde comme une opportunité, en voyant les challenges comme une opportunité, et pas me positionner en me disant, c'est foutu, donc où est-ce qu'il reste de l'argent à faire. Enfin voilà, je suis pas de. Il y a deux types d'entrepreneurs, je pense aujourd'hui. Si je te dis à 20 ans tout est possible, ça t'inspire quoi? Et ça m'inspire, oui, c'est vrai. Je pense que ça m'inspire une chanson de Laurie. Je pense que c'est vrai en fait. On a quand même des très belles choses dans le monde dans lequel on est, et notamment la possibilité incroyable de pouvoir se former, d'apprendre des trucs sur Internet tout seul, sans payer, parce qu'aujourd'hui tu peux trouver sur YouTube des trucs sur tout, et tu peux te former à n'importe quel métier, essayer n'importe quoi. Tu peux entreprendre, tu peux. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut balayer le syndrome de l'imposteur, qui paradoxalement est de plus en plus fort, et se dire si j'ai vraiment envie de faire un truc, si c'est vraiment le truc qui m'anime, eh ben personne ne doit pouvoir m'empêcher de le faire et j'ai tous les outils à disposition pour le faire. Et je pense que je suis un bon exemple de ça parce que vraiment, en venant de fac de sport, je pensais pas du tout me retrouver comme entrepreneur du digital, entrepreneur maintenant dans le monde de l'écologie. Enfin, tu vois, j'avais aucun background, mais en fait, c'est pas grave. On a tous les outils. Et ça, c'est dingue. Et ça, c'est un énorme privilège du monde dans lequel on est aujourd'hui. Et tu vois, des fois, je discute avec mon grand-père de ces choses-là et il me dit non, non, mais c'est vrai, il faut vous rendre compte de la chance que vous avez de ce côté-là. Alors oui, certes, vous êtes pris en étau entre un monde qui se robotise dans tous les sens, un monde qui se financiarise dans tous les sens. Vous êtes un peu paumé sur plein de choses, mais par contre, il y a quand même un truc qui est dingue, c'est que vous avez accès à tout ce que vous voulez et vous pouvez vraiment, vraiment vous former dans tous les domaines du monde. Tu parlais de ton grand-père, avec qui, du coup, tu discutes. Comment il voit, lui, justement, Time for the Planet? Alors lui, vraiment, c'est le héros de ma vie, hein, clairement, il faut le dire. Donc, gros big up à lui. Il m'apprend beaucoup de choses sans le savoir, en fait, et il a un regard sur le monde qui est tellement différent d'une autre parce que justement, avec deux générations, il n'a pas du tout grandi dans le même monde. C'est incroyable à quel point c'est allé vite. Lui, Time for the Planet, il comprend pas trop parce que justement, il a du mal à imaginer que l'humanité puisse être devenue la première force géologique du monde. Tu vois, quand je lui explique, bah si, Pépé, l'Anthropocène, c'est ça. Pour lui, c'est incroyable. Il se dit, mais c'est pas possible. On est là avec nos 75 kilos. Enfin, il y a des volcans, il y a des trucs. Et donc, j'essaie de lui expliquer doucement. Je lui dis, bah tu sais, les volcans aujourd'hui, ils émettent des milliers de fois moins de gaz à effet de serre que les humains. Donc, nous, on est en train de peser beaucoup plus que toutes les forces géologiques réunies du monde avec ce qu'on fait. Et c'est difficile pour lui d'entendre ça. Il le comprend. Il comprend qu'il y a un problème de climat. Hein, il remet pas du tout ça en question. Il voit bien la nature justement autour de lui qui évolue et qui change. Mais ça lui paraît fou en fait. Et en fait, ça me permet aussi de reconnecter avec ce qu'on disait tout à l'heure. Beaucoup de gens ne comprennent pas parce que c'est difficile d'admettre que nous, petits humains, on est en train de transformer cette immense planète et on est en train de vraiment la bousculer, la bouleverser, la mettre en péril. On est vraiment en train de dérégler la machine climatique. De là où on est, chacun dans notre petit quotidien qui nous paraît anodin, quoi. Je pense que c'est le plus gros frein à la transition. C'est que c'est tellement difficile de comprendre ça. C'est quoi maintenant la prochaine étape pour vous? En vrai, il y en a trois en même temps.
internationaliser. On voit qu'il y a des pays où ça prend assez naturellement, donc on va aller chercher un peu d'autres keepers, donc d'autres gardiens des valeurs. C'est comme ça qu'on s'appelle, on va dire des gens qui ouvrent le pays, qui gèrent le pays, donc des entrepreneurs qui ont monté des communautés ou qui ont levé des fonds par le passé. La deuxième chose, c'est d'accélérer justement sur la levée de fonds en essayant de changer d'échelle et de typologie d'investisseurs, donc sortir du citoyen et passer sur de l'entreprise, mais de la grosse entreprise qui est capable d'investir plusieurs millions. Et la troisième et dernière étape, c'est que le dividende climat devienne une référence mondiale, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a une cinquantaine d'experts internationaux qui sont rentrés dans la boucle autour du dividende climat parce qu'ils y ont vu vraiment une opportunité de créer un outil pour piloter la transition et pour piloter l'investissement dans la transition au niveau mondial, au-delà de Time for the Planet. Et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on a notamment l'ONU qui travaille très fort avec nous sur ça, pour faire en sorte que le dividende climat puisse devenir un produit recevable comptablement, dans l'extra-financier évidemment, mais qu'il ait une vraie valeur reconnue pour que un maximum d'entreprises puissent l'utiliser, puissent dire moi, je flèche mon argent vers l'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle mondiale, et donc je participe à l'effort collectif pour atteindre cette neutralité carbone en investissant mon argent dans des entreprises qui permettent de générer du dividende climat. Et si ces entreprises génèrent du dividende climat, ça veut dire qu'elles participent justement à la restructuration en profondeur de l'économie, notamment via de l'innovation, pour faire en sorte qu'on ait une économie soutenable. Merci beaucoup Arthur. Merci à toi pour l'invitation. Et merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre.